Bonsoir tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle soirée de l'info, ravi de vous retrouver dans cette fin de semaine. On est ensemble pendant 1 heure jusqu'à 19h, installez-vous bien confortablement. Vous êtes déjà beaucoup sur live, vous êtes 15. N'hésitez pas à dire bonjour, à interagir pour tout le monde. Dernière fois que vous voyez que des nouveaux sur le plateau, la semaine prochaine ça changera. Mais avant de vous présenter encore ces nouveaux chroniqueurs en première année, on va comme d'habitude rappeler le déroulé de l'émission. Donc les 4 personnes autour de moi ont chacun préparé une chronique sur l'actualité de la semaine. On enchaînera sur le débat qui portera sur les créateurs de contenu sur Internet. On se posera pas mal de questions sur le divertissement, les moyens employés. Voilà, on parlera de ça pendant un quart d'heure, 20 minutes. Et comme d'habitude, le petit quiz de fin d'émission pour prendre des points pour la semaine prochaine. On reparlera de l'émission de la semaine prochaine justement parce qu'on va un peu changer de d'habitude. Je vais pouvoir passer à la présentation de mes 4 invités. On va commencer par Jessie. Jessie, bonsoir. Bonsoir Mathias, comment vas-tu ? Ça va et bien avec toi ? Pas trop stressé ? Ça va. Tu te sens à l'aise sur ce plateau, je le sens. Toujours. Aïcha, comment ça va ? Aïe, super, et toi ? Ça va, toujours le sourire. Aïcha. D'ailleurs, on l'a remerciée parce qu'elle était invitée de dernière minute. Elle remplace quelqu'un qui n'a pas pu venir ce soir. Donc elle a fait sa chronique aujourd'hui. Merci beaucoup d'être là avec nous ce soir, ça fait plaisir. Mathéo, bonsoir, comment ça va ? Bonsoir, ça va très bien et toi ? Ça va très bien, pas trop stressé ? Un peu, mais ça va le faire. Ça va le faire, tranquille. Et enfin, Dorian, comment tu vas ? Ça va. Très stressé un peu. Ouais, stressé forcément. Ouais, stressé. Il voulait pas faire l'émission, on l'a forcé, on l'a mis sur une chaise, on lui a dit tu fais une chronique et tu bouges plus. On va pouvoir commencer avec la première chronique. Je crois que Aïcha voulait commencer. Oui. Aïcha, de quoi tu vas nous parler ce soir ? C'est moi. Alors, moi, je vais commencer par un petit débrief sur le Met Gala de lundi. Donc, comme je vous ai dit à l'ordre du jour, un petit débrief sur l'une des montées de marche les plus regardées de la planète. Donc, je vous parle bien ici du Met Gala ou Met Ball, qui a eu lieu donc ce lundi 1er mai à New York. Mais du coup, le Met, c'est quoi ? Donc, je vais vous l'expliquer. Le Met, c'est la charité avant tout, parce qu'il y a par le bling-bling et la liste VIP de la soirée. Les stars sont aussi là pour la bonne cause. Donc, avant de devenir ce défilé extravagant de vedettes, le Met Gala, lancé en 48 par une journaliste renommée de mode. Donc ça va faire 60... Là, on est à 70 ans 80... Ouais. Non, 70. 70 ans. Ok, c'est ça. C'est une soirée de charité donc, de haute qualité donc, pour la haute société new-yorkaise. C'était pour quelles associations ? Enfin, ils se battent pour quoi justement ? Enfin, là, pour quoi ? Là, en fait, grosso modo, ils dédient cette charité pour le musée, donc le Metropolitan Museum de New York, qui est à Manhattan. Et c'est là où se déroule également le gala. Mais le truc, c'est qu'il a commencé à être popularisé plus pour les stars. Et donc les stars ont commencé à arriver sur le tapis rouge en 95, quand Anna Wintour, la rédactrice de Vogue, donc la rédactrice en chef de Vogue, pardon, en l'occurrence, elle a pris les rênes de l'événement et donc elle a popularisé le truc. Donc au menu ce lundi, donc en l'occurrence on a Karl Lagerfeld, A Line of Beauty. Donc comme le gala en fait, il a un thème chaque année. Donc cette année c'est un hommage à Karl Lagerfeld et à sa carrière. Donc Karl Lagerfeld, c'est le fameux, celui de Chanel, Fendi ou Prada, qui est décédé en 2019. Et à part le fait que qu'il ait eu certaines tendances un peu grossophobes et qu'il ait mis vraiment le cliché des mannequins très grandes, très fines, girafe spaghetti, vous voyez un peu le style, voilà. Donc c'est lui qui a imposé ça. À part ça, c'était un artiste de renom. Ouais, il était reconnu dans la scène de la mode. Ça. Et puis même ceux qui ne s'intéressaient pas à la mode, on connaissait tous Karl Lagerfeld. C'est ça, tout le monde connaît Karl. Donc si on demande à n'importe qui dans la salle, tout le monde connaît Karl. Donc là, ils font un hommage à sa carrière. Mais par contre, le truc qu'on a tous remarqué en regardant le gala, c'était le mot du jour. Et je vais vous le dire en essayant de pas rigoler, parce que voilà, c'est miaou. Ils ont imité les chats en fait. Miaou. Ils ont fait miaou miaou. Voilà. Pardon. Du coup, ouais, parce que ouais, donc à la place de gens qui ont parlé avec les journalistes, comme à leur habitude, ils se sont dit tiens, on va honorer Karl en parlant de son chat. Parce que Karl avait un chat très connu. Exactement, qui est Choupette et qui, après sa mort, avait aussi a priori hérité de sa fortune, mais non. Et donc, en parlant de Choupette, c'est aussi 274K sur Instagram. Aussi. Ah oui, le chat, il est plus connu que... Dire, ouais, d'accord. Voilà, je pense pas qu'on atteindra à nous 5 274K. Voilà. Donc le chat le plus célèbre du monde, c'est cool, mais c'est aussi les muses de Karl. Donc ces muses, c'est la panoplie de mannequins qui suivaient Karl derrière lui. Donc voilà. Et pour ça, je vous ai préparé une petite vidéo
Donc c'était un petit récap sur les célébrités et les miaou qu'ils ont fait. Et après la petite pépite de Jared Leto, le chanteur de 50 Seconds to Mars. Et donc voilà. Bon, on va regarder ça. Ouais. Ça va être sur le live. Okay. C'est un peu pas bizarre, mais c'est inattendu quand même pour. Après, c'est un peu bizarre C'est la un peu vérité. carnaval. C'était un peu bizarre la vérité. Surtout, il y avait Lil Nas X, en fait, il est arrivé tout plein de diamants. C'était un peu weird hein, sur le bord. Et donc du coup, ce que je voulais vous dire, en fait, la photo qu'on voit juste derrière vous, enfin celle d'avant, en l'occurrence plutôt. Le Met, en fait, c'est aussi l'occasion de venir avec de très beaux vêtements. D'accord. Ouais, c'est surtout un. Enfin, c'est surtout un défilé de mode maintenant. Ouais, voilà. Bon, en fait, on arrive avec nos plus beaux vêtements. Et donc, moi, j'en ai choisi quelques-uns. La première, c'était l'actrice Nicole Kidman. Elle est arrivée avec une somptueuse robe. Donc là, bien sûr, c'était l'hommage à Karla Garfeld. Elle est arrivée, voilà, avec une très jolie robe qu'elle portait, en l'occurrence, en 2004 pour la publicité du parfum Chanel numéro 5. Donc c'était énorme et elle a très bien repris la robe. La deuxième que j'ai choisie, c'est le look de Bad Bunny. Je sais pas si vous connaissez. Non, je t'avoue. Vous connaissez autour de. Très bon artiste. Ouais, D'accord. Apparemment, tout le monde le kiffe en ce moment. Je sais pas, il était à Coachella il y a quelques temps. Je sais D'accord. pas du Ah, tout. c'est un artiste chanteur. Ouais, c'est un D'accord. chanteur Un latino. apparemment. Je le connais pas du tout moi non plus. Mais par pas contre, du lui, il est connais pas arrivé dans- avec un ensemble Jacquemus. Ah, elle est là la photo. Et Ah oui, c'est spécial. Ouais, il est arrivé avec un ensemble Jacquemus avec un dos nu genre somptueux. Et c'était en fait la touche de Jacquemus qui a dédié les ensembles pour Karl, qui était le premier qui l'a soutenu dans la scène donc internationale de la mode. D'accord. Et c'était donc une très belle entrée au Met Gala c'était la première fois que Jacquemus, que le styliste français, il arrivait sur le Met. On nous dit, excuse-moi, dans le chat, maintenant le Met Gala, c'est surtout un concours à qui fera le plus de sensations. Les thèmes ne sont plus vraiment respectés. Tu le ressens comme ça, toi? Ça dépend en fait vraiment de qui le fait, de quand et de c'est quoi le thème. Donc en 2019, il y a eu un thème qui est extraordinaire. Il y avait même eu Zendaya, elle est arrivée en Jeanne d'Arc. C'était vraiment impressionnant et donc je trouve C'est que l'occasion ça- de montrer autre chose de ce qu'on peut montrer d'habitude. C'est ça, voilà. C'est pas vraiment comme les montées des marches du Festival de Cannes où on va voir des gens juste bien habillés en Balmain ou en Fendi. On va pas les voir arriver comme ça. Donc le Met, c'est aussi c'est une occasion aussi de suivre un thème particulier. Et donc voilà, la dernière donc, je voulais vous parler aussi, donc que je finisse bien. C'est l'actrice Elle Fanning. Elle Fanning, donc elle est arrivée avec une robe et elle est arrivée avec un bouquet de fleurs dans les mains. C'est un ensemble qui a fait un double hommage à Karla Garfeld et à Vivienne Westwood. Donc c'est l'iconique punk qui est morte en décembre dernier. Et elle a réussi à faire un très beau mix et ça a été un super hommage. Donc la touche, elle a fait kiffer tout le monde. Après, vous savez, on n'a pas vu que. Et pour la première fois, on a vu un coureur de Formule 1, un pilote de Formule 1. Il y avait Daniel Ricciardo sur le tapis rouge lundi. Donc c'était vachement cool. Et on se demande bien Ça l'année s'exporte prochaine, un il y peu aura à qui en d'autres. fait. D'accord. Donc C'est ça, tous les ans, ils essayent de ramener. Ouais, c'est ça. Ouais, Donc ça ça commence à être vachement cool. Et donc on se demande vraiment qui y aura l'année prochaine. Genre peut-être Charles Leclerc. Hein. Moi j'aime bien. Ça te dérangerait pas? Ah, ça me dérangeait fortement pas qu'il y ait Charles Leclerc, la vérité. Bon, très bien. Bon, merci. On nous dit quand même, bizarre comme hommage tout de même. C'est vrai que c'est une façon originale de rendre un hommage à Karla Garfeld, mais il était tellement lui-même un peu décalé et puis pas trop dans. Ouais, c'est ça. Après. Je trouve que ça lui va bien quand même. Ça change, mais c'est un hommage. Ça, c'est comme faire une régate en hommage à un champion de voile. Vous savez, Ouais. un grand navigateur, on va faire une régate pour lui. Karla Garfeld, on va faire un tapis rouge. Enfin, vous savez, c'est plutôt. C'est pas bizarre en fait. Très bien. Je trouve pas. Merci beaucoup Aïcha pour cette chronique. On en a appris plus sur un événement. Enfin, je connaissais deux noms, mais pas plus les buts. On a bien je découvert. connaissais deux noms. Voilà. On va pouvoir enchaîner. Je crois qu'on va enchaîner sur du cinéma.
Mathéo ou Jesse? Je veux bien y aller. Jesse qui va nous parler d'une sortie cinéma qui fait sensation cette semaine. Exactement, les Gardiens de la Galaxie volume 3. Il faut savoir que c'est donc la fin d'une trilogie toujours réalisée par James Gunn. James Gunn est donc un réalisateur américain qui en plus de ça est parti de Marvel Studios. Donc les Gardiens de la Galaxie évidemment ça appartient à Marvel pour ceux qui ne le savent pas. Et il est parti de Marvel fin de la dernière décennie en 2020, tout simplement pour des tweets qui auraient été assez déplacés de sa part par le passé. Sur quel sujet? Sur des sujets assez graveleux, l'homosexualité, le racisme. Ok. Et lui a plaidé l'humour noir. C'est vrai que James Gunn est un très gros adepte de l'humour noir et ça se ressent beaucoup sur ses films, mais c'est pas passé auprès de la direction de Marvel. Il a donc rejoint la concurrence chez DC Comics et c'est l'actuel directeur des programmes et des films DC Comics. Il a récemment écrit d'ailleurs le prochain film Superman. Mais donc c'est son adieu à Marvel Studios avec ce film Les Gardiens de la Galaxie. Il faut savoir que la trilogie a commencé en 2014. Ouais. Et ce film fait donc sensation, comme tu l'as dit Mathias, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, eh bien oui, comme on l'a précisé, le départ de James Gunn chez la concurrence, mais aussi pour le retour presse. Les retours presse sont vraiment exceptionnels. Ils sont bons, ouais. Vraiment exceptionnels. On parle d'un des meilleurs films de super-héros depuis Avengers Endgame. Avengers Endgame, c'était en 2019, donc ça fait vraiment longtemps. Ça fait 4 ans quand même. Ouais, ça fait vraiment longtemps. Ouais, ça commence à dater. Ouais, c'est vrai, on dirait pas, mais 4 ans déjà. Ça passe vite. Ouais, et puis on parle aussi du meilleur film de la trilogie. C'est vrai qu'on avait eu un premier film, une comédie, ça changeait un peu de ce qu'on voyait chez Marvel. Ça a beaucoup plu aux fans. Mais c'est surtout le petit personnage de Groot aussi qui est tout de suite rentré dans le cœur des fans avec toujours la même réplique. Oui, je s'appelle Groot. Ouais, voilà. Exactement. C'est quelque chose aussi où on se réfère et maintenant c'est devenu un peu une référence commune à tout le monde. Ouais, exactement, c'est une grosse référence pop culture. Aussi le personnage de Rocket, le raton laveur. Puis je pense qu'en fait chaque personnage de l'équipe des Gardiens est super attachant, que ça soit Star-Lord interprété par Chris Pratt que vous voyez à l'écran. Il incarne très bien son personnage, c'est un très bon acteur acteur sur ce personnage. Ça fait maintenant 10 ans ça va faire 10 ans qu'il est là et 10 ans qu'il est au top. Je pense que ceux qui ont vu aussi les Avengers Infinity War et Avengers Endgame où il apparaît ont pu constater son talent. Donc c'est vrai que les retours presse ont été assez sensationnels, d'autant plus que si vous ne saviez pas, le film a été diffusé en avant-première européenne, et cela c'est assez inédit, à l'Avengers Campus à Disneyland Paris, en présence du casting. C'est impressionnant ça. Même pour les personnes qui ont acheté un billet pour ce jour-là, c'est toujours bien d'avoir ça en plus. Forcément, c'était un événement où beaucoup de célébrités, beaucoup d'influenceurs étaient conviés. On a retrouvé par exemple aussi des youtubeurs qui parlent de pop culture. Donc effectivement, c'était pas à la portée de tous et c'était sur invitation. Donc ça reste néanmoins un superbe événement qui a permis de faire une grande promotion autour du film et autour de ce que représente la fin de cette trilogie. Les retours presse donc parlent d'un film quand même assez émouvant. C'est aussi ce qu'on remarque chez James Gunn, c'est que James Gunn a réussi à peaufiner ces films, d'ailleurs on le voit à l'écran, James Gunn a réussi à vraiment peaufiner, à faire le mix entre la part humoristique, la part dramatique, et pour certains c'est la meilleure conclusion possible dans le sens où on dit adieu à ces personnages, on ne sait pas sous quelle forme on pourra les revoir à l'avenir, mais on leur dit adieu d'une bien belle manière. Et sans trop spoiler, c'est vrai qu'à ce qui paraît, l'émotion est vraiment, vraiment présente dans ce film. Et on nous dit dans le chat, ils font partie des meilleurs Marvel. Groot est l'un des personnages les mieux écrits de l'univers, mais après on nous dit avis désastreux. C'est vrai que les mieux écrits, on peut peut-être pas dire ça, mais c'est un personnage auquel on peut s'attacher. Et étant donné qu'il a qu'une réplique, c'est sûr que oui, c'est pas le personnage le mieux écrit, mais c'est un personnage auquel on s'attache, surtout que dans le deuxième, ça devient Baby Groot. Donc c'est ce côté aussi pour les plus jeunes. On a ce côté vraiment attachant avec ce personnage. C'est vrai que par contre, ça fait partie certainement des meilleurs films de Marvel parce que c'est vraiment à part. Ils sont dans l'espace. Les films de Marvel pour les super-héros, la plupart se déroulent sur la Terre. Et aussi, on a vu un deuxième film qui a été moins bien apprécié. Simplement parce qu'on a laissé la carte blanche entière à James Gunn et il a fait n'importe quoi. C'est pas qu'il a fait n'importe quoi, c'est qu'il a fait un peu trop d'humour. C'est ça, il est parti un peu dans tous les sens et c'est vrai que c'est ça qui a un peu marqué les fans, qui les ont fait moins apprécier ce film. Mais il est revenu sur de bons chemins, sur de bons rails avec ce troisième volet. Donc ça aussi c'est un des points forts sur le film. Enfin aussi, une des parties qui a fait que ce film fait parler, eh bien, c'est en rapport avec Marvel. Pourquoi ? Les films Marvel, on en parlait tout à l'heure, un des meilleurs films depuis Endgame, mais que se passe-t-il aussi chez Marvel Studios ? La question est importante. Mis à part les gros blockbusters type les Spider-Man, c'est vrai que les films commencent à faire de moins en moins d'entrées. Il y en a tellement aussi, il y a tellement de personnages dans l'univers Marvel que... Moi j'aimerais bien regarder tout dans l'ordre, mais je me dis que c'est impossible au final. Il faut avoir commencé dès le début, moi c'est mon cas. Donc forcément j'ai pu suivre, et encore j'ai pas vu tous les projets parce que c'est
Il y en a tellement entre les séries sur Disney+, qui ont commencé durant la pandémie. Donc c'est vrai que c'est devenu assez dur à suivre sur un tas de plans. Mais et surtout aussi un autre point qui est important, c'est la baisse de qualité. Beaucoup de films sont sortis de manière vraiment rapide, c'est-à-dire que les effets spéciaux n'étaient pas terminés, la réalisation n'était pas terminée. Enfin, il y avait un tas de facteurs qui ont fait que, c'est justement ce qu'on nous dit. On a l'impression qu'il y avait une surproduction de films juste pour sortir des films, en fait, juste pour la rentabilité de l'argent. C'est ça. Vu que ça a marché, ils se sont dit, maintenant les Marvel, c'est obligé que ça fonctionne, mais du coup, ça n'a pas plu aux fans. Ouais, c'est exactement ça. Ça n'a pas du tout plu aux fans. C'est vrai que avoir trop de contenu et en plus qui sort pas d'une bonne manière, forcément ça déçoit. Moi le premier, j'ai été particulièrement déçu par certains projets. Il y a évidemment certaines pépites du côté de Marvel ces dernières années, mais ça commence à se faire rare. Le dernier Ant-Man qui est sorti en février dernier, je ne sais pas si et apparemment c'est pas... C'est vrai, ça avait un grand potentiel à mon sens, mais ça a été vraiment mal exploité de A à Z. En plus, Marvel est dans une affaire assez sale avec un de ses acteurs, Jonathan Majors, faut le rappeler, mais l'acteur de Kang le Conquérant a eu des affaires d'agression sexuelle, de violence sur son ex-compagne. Donc son avenir est compromis, ce qui n'aide pas vraiment Marvel aussi à bien faire parler d'eux. On dirait bien que là, ce film Les Gardiens de la Galaxie leur sauve un peu... Ça sauve un peu la réputation, on se dit ils sont capables de faire Ils sont capables de faire de bons films, ils sont capables de se relancer et de proposer quelque chose d'intéressant. Là, on peut le voir à l'écran aussi, c'est le personnage d'Adam Warlock. Alors Adam Warlock, c'est un personnage de comics qui était fortement attendu depuis des années. Parce qui vraiment beaucoup l'attendaient. Et il est interprété par Will Poulter. Et là, on le voit enfin à l'écran, donc ça a été un argument de vente aussi du film, voir Adam Warlock, un personnage très puissant de Marvel. Donc forcément, quand on le voit dans les bandes annonces, ça donne envie d'y aller. Et ça a aussi été un argument pour la sortie du film. Et donc voilà, Les Gardiens de la Galaxie 3, c'est en salle. Et je crois que tout semble indiquer que ça a l'air d'être un très bon film, en tout cas pour le moment. Mais je crois que tu as même très bien vendu le film, parce qu'on nous dit masterclass de Jesse. Je vais aller voir ce film. Très bien, merci beaucoup Jesse. Avant de passer à la chronique de Mathéo, j'ai une petite question. Dis-moi. C'est pour Jesse. Oui. Il va mourir Rocket. On va pas spoiler. Non, on va pas spoiler. Non, ne spoil pas. Ok. On va pas spoiler. Avant de passer à la chronique de Mathéo, n'hésitez pas à interagir dans le chat. En plus, on est 34, donc c'est juste énorme. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Ça met un peu la pression là sur Dorian et sur Mathéo qui vont devoir enchaîner. N'hésitez pas. En plus, après le débat, on va vraiment pouvoir échanger, je pense, sur les créateurs de contenu. C'est quelque chose où on est tous un peu impactés. Et même pour le quiz à la fin, je veux plein de réponses dans le chat. On va vraiment essayer de faire vivre cette émission. Mais avant tout ça, c'est l'heure de Mathéo. On va enchaîner avec une partie cinéma, mais là c'est un peu une moins bonne nouvelle. Exactement, Mathias. Cette fois-ci, je vais parler du cinéma, mais d'une façon néfaste. Après 15 ans sans grève, les scénaristes d'Hollywood ont décidé de rentrer en grève. Donc c'est la deuxième manifestation après celle de 2007 et 2008 qui avait duré 100 ans. Donc là, à l'heure actuelle, c'est plus de 11 000 membres de la Writers Guild of America, désolé pour mon accent, mais pas de souci, qui ont arrêté leur activité ce mardi et pour une durée indéterminée. Donc on ne sait pas combien de temps la grève va durer, on ne sait pas si elle va durer plus que la première ou moins. Et la première, excuse-moi, elle a duré combien de temps ? 100 jours. 100 jours. Et là, c'est pour quel motif ? Là, le motif, c'est l'augmentation de salaire. En fait, comme les USA, malgré leur puissance et leur hyperpuissance, ils sont aussi touchés par l'inflation. Et de ce fait, les scénaristes, ils ont besoin de gagner leur argent comme tout le monde. Et une chose que pas tout le grand public sait, c'est que les scénaristes ont vraiment de très faibles revenus comparés aux grands patrons des grandes industries, tout ça. Ils sont vraiment... et puis les films, c'est quand même quelque chose qui, à Hollywood, fonctionne bien, donc ils estiment qu'ils pourraient toucher un peu plus d'argent. Exactement, surtout avec l'essor des plateformes comme Netflix ou Prime Video. Avec ces plateformes-là, on fait de plus en plus de séries, mais des courtes séries avec de faibles épisodes. Et du coup, forcément, la rémunération est en baisse. Et il faut vraiment que ce soit un carton pour que... pour qu'ils puissent toucher un salaire décent par rapport à leur travail. Exactement. Donc, il y a une grande conséquence sur le cinéma américain. Sur le court terme, c'est les TV shows qui sont impactés. Parce que les scénaristes, ils sont en grève et du coup, ils ne peuvent pas écrire les émissions. Oui, parce qu'ils ne sont pas scénaristes que pour ça. Ils font un peu tout. Voilà, ils écrivent pour beaucoup de choses. Et sur le long terme, pour l'instant, ce n'est pas encore impacté. Parce que les films, ils ont déjà été tournés, les séries, elles ont été déjà tournées et il me semble, jusqu'en septembre. Ce sera sur la fin d'année. Plutôt sur la fin d'année où vraiment
on ne sait pas comment ça va se passer, on ne sait pas s'il y aura assez de films. Parce qu'ils prennent du retard du coup là. Exactement, du coup tous les films qui devaient être tournés ou la suite des films qui devaient être tournés, ils sont à l'arrêt. Et du coup c'est vraiment un mauvais signe pour le cinéma américain. Donc j'aimerais revenir sur la grève de 2007 qui a touché la grève des scénaristes de Hollywood entre 2007 et 2000 parce que c'était vraiment un grand moment dévastateur de l'industrie américaine du cinéma parce que ça a mis vraiment un grand coup d'arrêt. Ça a bloqué la production de nombreux films et des émissions de télévision. Donc cette fois-ci, la grève de 2007-2008, elle a été déclarée pour les droits de rediffusion, tout ça, ce n'est pas le même contexte. Ouais, c'est pas le même motif de grève. Exactement, mais là vraiment, en ce moment, c'est vraiment chaud aux États-Unis. Parce que ça fait combien de temps? Ça fait une semaine Ça a commencé le mardi 2 mai, et là du coup on est le vendredi. Ouais, ça fait 3 jours. Ça fait 3 jours, mais les scénaristes ont vraiment à cœur de tenir cette grève. Ils n'ont pas envie de... C'est un peu comme si vous voulez les gilets jaunes, ou comme on a pu voir là récemment en France, les différentes grèves pour la manifestation des retraites. Aux États-Unis c'est un peu similaire, et du coup vraiment... ils ont l'Amérique, le cinéma américain a vraiment peur que cette grève dure et surtout que les gens ils sont encore plus motivés qu'à l'époque pour manifester leur mécontentement parce que depuis 2010, les scénaristes avaient déjà connu une baisse de salaire sans aucune explication valable. Ils voulaient manifester mais ils n'ont pas réussi. Et là avec ce motif-là, ils ont décidé cette fois-ci c'en est de trop et on va décider de manifester. Et donc c'est quand même 11 000 scénaristes, donc 11 000 scénaristes c'est énorme. On ne se rend peut-être pas compte, mais c'est vraiment énorme. Et ce qui est un avantage pour les grévistes, c'est que ce mouvement il est soutenu par de nombreuses personnalités américaines très connues, comme Jimmy Fallon, qui tient très connu. Il a une émission forte, de talk show. Il a une très grande influence. Très forte notoriété aux États-Unis. Son talk show, c'est un carton. Exactement. À chaque fois que quelqu'un passe là-bas, il fait un record d'influence. Enfin, c'est vraiment une personne très très connue. Et il s'est exprimé sur ce sujet. Et il a dit, je cite, « Ils doivent négocier un meilleur accord et je ferai ce qu'il faut pour les soutenir. J'ai besoin de mes auteurs, sans eux, je n'ai pas de show. » Donc vraiment, il montre qu'il est dépendant, il est dépendant de ses scénaristes et qu'il peut rien faire sans eux. Il n'y a pas de film, il n'y a pas de show, il n'y a rien. Donc c'est important de répondre à la demande. Les scénaristes, c'est un peu les travailleurs de l'ombre parce que ils ne sont pas forcément dans les devants pour les films, mais derrière, s'il y a toute cette mise en scène, toute cette histoire, c'est grâce à eux. Et du coup, c'est comme nous un peu à la régie, là ils sont encore pleins ce soir. Merci à la régie de faire les lives tous les soirs, c'est pareil, sans eux on pourrait pas faire des lives tous les vendredis. Et il y a également une actrice qui a déclaré, Amanda Seyfried, je cite, « Mes amis scénaristes disent que la grève va se produire, le streaming a tout changé et tout le monde doit être rémunéré pour son travail, c'est simple, bordel, je ne comprends pas. » Donc même les acteurs, eux, sont agacés de voir que les scénaristes ne sont pas reconnus à leur juste valeur. Et justement, c'est bien parce que eux-mêmes, vu qu'ils ont entre guillemets un peu plus d'importance aux yeux, je pense, des grands patrons d'Hollywood, ils mettent la pression et c'est quelque chose qui pourrait faire... C'est peut-être une avancée pour les scénaristes et pour la vie future. Surtout que le cinéma c'est quand même important dans notre vie, surtout par exemple quand on a des fans comme Jesse ou... Justement, je crois qu'on il y a une baisse de fréquentation, donc c'est hyper important. Mais on est revenu au stade avant Covid. Pour le cinéma ? Oui, en France. J'ai vu l'info hier, on est revenu aux influences d'avant Covid, donc c'est une bonne chose. Très très bonne nouvelle. Mais ça peut, le cinéma français... Mais c'est sûr que ça peut impacter s'il y a une grève de nouveau les fréquentations. Mais en fait c'est un bien pas un mal parce qu'avec le Covid, il y a eu l'essor des plateformes, Netflix, Prime Video, et comme je vous l'ai dit précédemment, vraiment ces plateformes-là, ils n'ont pas été bénéfiques pour les scénaristes parce que malgré la sortie des séries, pas toutes sont un excellent succès. Oui, c'est vrai. Et du coup, ils ont moins de travail. Puis il y en a tellement qui sortent que le nombre de téléspectateurs entre guillemets il se répartit plus. Pour qu'une série cartonne, il faut vraiment qu'il y ait tout le monde qui aille. L'audience qu'il y a surtout. Voilà, c'est ça. Mais des acteurs aussi. Pour les auditeurs comme nous, on ne sait pas où donner de la tête, on ne sait pas quelle série il faut regarder tellement il y a un choix très important. Et du coup, le scénariste de la petite série qui est sorti, qui a 10 épisodes dans la saison, il va moins être rémunéré que le grand scénariste des plus grandes émissions comme Riverdale ou Teen Wolf. Je vois. J'ai sorti les séries qui me venaient à la tête, il n'y a pas de souci. Surtout, plus de films produits, dit pas d'invité pour faire la promo dans le show de Jimmy Fallon. Oui, c'est vrai que du coup, lui, il a intérêt à avoir des films qui sortent pour avoir des acteurs. Il est vraiment embêté. Ouais. Très bon, Mathéo. Merci. Merci beaucoup. Même moi, on apprend toujours. Là, on a vraiment les petits détails. Ça fait toujours plaisir. C'est bon ?
On va passer à la chronique de... Ouais. Il y a un petit bug, mais c'est pas grave. On va passer à la chronique de... Oh là là, de Dorian, pardon, ça m'a perturbé. Chronique de Dorian, de quoi on sort du cinéma totalement. Là. Ouais, complètement. Bah, même de la mode. On sort complètement. Là, Là, il va nous dire un truc, dans la vie active, ça dans la va vraie plomber vie. le moral. Ouais, Après, ça montre la c'est variété de devenu l'émission. un effet de mode Oui, aussi. Hein, donc c'est ça. dans le thème Oui, c'est vrai que c'est un manière. effet de mode aussi. Ouais, On va sortir des robes et des grands cinémas américains, on va Ouais. partir sur... Des les accessoires. cigarettes électroniques jetables ou voilà. les puffs, donc c'est vraiment un effet de mode. Voilà. Comme le Oui. dit Aïcha, ouais. Ça pourrait être au Met Gala l'année prochaine. En tant Ils vont- qu'accessoire, ça, peut-être. ouais, ça Ils vont Ouais, arriver, ils vont Ça arriver m'étonne à- pas. sur Des les robes en marches. puff. Ils en ont déjà en plus. Non, mais des robes en puff, vas-y. c'est n'importe quoi. Bah, sauf En si c'est puff, pour la France. en Même, puff ils vont et en arriver sur short. les marches avec Ouais. leur Oui, puff mais à ils la en bouche. ont. Ouais, ça m'étonne pas du tout. Hein. Ah, mais Doja Cat, elle en avait une. Ouais, Ah. Eh bah ça, voilà, ça, bah, ouais. c'est un effet de mode. Bon du bah coup. justement, il va nous expliquer ce qui se passe pour les puffs en ce moment. Du coup, les puffs, c'est avec des saveurs sucrées ou des emballages flashy, donc ça attire. Et ça, c'est vraiment très prisé chez les jeunes. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, même si je pense que tout le monde connaît, on ne sait jamais, c'est des cigarettes électroniques jetables de poche, donc très faciles à emporter. Il y en a de tous les goûts, donc d'un simple goût de fraise ou des goûts plus authentiques comme le popcorn caramel ou encore ananas glacé. Donc, Est-ce qu'il y a goût nicotine ou vraiment c'est que des goûts fruités comme non, que des goûts fruités, non, que nicotine, je pense pas que ça existe. c'est- Si. Si, Normalement, ça il y en a. existe. Normalement, il y a des puffs Goût tabac un peu comme les cigarettes électroniques Goût qui font tabac. aussi goût tabac. D'accord. Ouais, ouais. Ok. Donc ça veut dire que c'est plus fort, logiquement. Non, c'est juste, c'est quasiment neutre, Ok. hein, c'est juste un tabac quoi. Ok, c'est- ouais, Oui, il n'y a oui, pas ok. de goût, ok. Donc bah, autant pour moi, vous me Il prenez n'y des choses. a pas de souci. Et du coup, c'est disponible en grande surface ou chez les buralistes et c'est environ 9 €. Mais pour les adolescents, ça n'a pas le goût de la clope et c'est simple d'accès, donc c'est pas super cher. C'est pour ça que ça attire beaucoup les jeunes aussi. Parce qu'ils trouvent que ça n'a pas le goût de clope, du coup, ils Oui, fument ils ça, pensent ils fument que ça et ça c'est juste avance. un goût en Ouais, voilà, bouche et du coup, sans bah, répercussion. Bah, du coup, ça se vend. Oui, ça se vend très Donc bien. c'est interdit aux mineurs comme le tabac, mais les pubs sont faites pour attirer les mineurs. C'est-à-dire que les pubs, elles attirent les mineurs en fonction. En fait, elles visent les jeunes. Elles Mais visent même pas là, forcément. on le voit sur la Ouais, photo. voilà, comme je vous disais, c'est des emballages assez. La police colorés, d'écriture, flashy, voilà, ouais, il y a voilà. tout qui donne envie. On Ça dirait que c'est un attire, ouais. bonbon. Et puis en fait. aux fruits rouges, enfin même tous les goûts qu'il y a, tous les goûts qui existent, ça attire. Et donc l'utilisation des puffs a triplé depuis 2017. Donc c'est selon les chiffres récemment publiés par l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives. Ce sondage est également alarmant. En effet, en 2022, donc un Français sur 10, donc un adolescent sur 10 qui a entre 13 et 16 ans, pardon, révélait avoir déjà utilisé cette cigarette à usage unique. Utilisé. Ouais, Utilisé, donc, un souvent, Français ils sur l'ont- 10. Donc Un acheté. adolescent sur 10. Donc c'est à dire qu'ils arrivent à se la procurer souvent. Oui, C'est un en problème. fait, les tabacs, même, ils disent que c'est interdit pour les mineurs, mais ils vendent quand même. Bah oui. Voilà. Dis-toi, on est 5 et je pense on est 2 déjà. Ouais, déjà C'est- sur la table, ouais, 2 sur Donc, 2 sur C'est 5. déjà, énorme. c'est plus que 10% là. Mais C'est sachant ça. que nous on est majeurs, donc là c'est les mineurs de entre 13 j'ai et déjà 16 ans. essayé quand j'étais mineur, donc je fais partie Ouais, de genre. cette étude. Ah bah, Et bravo, bah, Mathieu. voilà. Super, on te félicite pas. Et toujours selon cette même étude, le taux de nicotine qui peut s'élever jusqu'à 20 mg par millilitre présent dans la puff peut créer une forte dépendance et donc constituer une porte d'entrée vers le tabagisme. Donc les puffs peuvent donc créer une addiction chez les jeunes très vite, donc très rapidement. En fait, souvent ce qu'on dit, c'est que c'est une porte d'entrée après à la Ouais, vers le cigarette. tabagisme, ouais, parce que ça nous habitue, même s'il n'y en a pas beaucoup, il y en a quand même un peu. Mm. Et on s'en rend pas compte, mais on ingurgite du tabac et après du coup on va vouloir passer à autre chose. C'est ça. Et on sera plus facilement habitué, on va pas tousser directement, on aura directement. C'est vrai qu'on voilà, ce qui est reproché, c'est que les jeunes peuvent s'habituer aux gestes, aux réflexes de Ouais, voilà, fumer, c'est ça, réflexe. Après, ouais, c'est une habitude. Donc il y a le docteur Loïc Josserand, qui est le président de l'Alliance contre le tabac, qui s'est exprimé sur le sujet. Il a dit, je cite, on met de la nicotine en contact avec des cerveaux très jeunes qui vont s'habituer très vite à la nicotine, qui vont devenir très addicts. Plus un cerveau est mis jeune en contact avec de la nicotine, plus cette addiction sera longue et difficile à combattre. Pardon. Oui, par contre, y a Ah, pas de voilà, souci. je sais pas pourquoi. Donc il y a un collectif de médecins, de tabacologues et de défenseurs du climat qui vient de publier dans Le Monde, donc le 30 avril, c'était la semaine dernière je crois. C'est ça. Ouais, Il y a c'était la 5 semaine jours. dernière. Ils ont publié une tribune appelant le gouvernement à interdire d'urgence la cigarette électronique jetable, donc la puff. Il y a également une proposition de loi qui avait été faite en novembre 2022 pour supprimer ces puffs et elle avait été signée par une trentaine de députés d'Horizon. Donc pas par les autres. Il y avait 200. Non, trentaine de députés d'Horizon. Oui. Oui. Mais donc la proposition de loi a été refusée. Oui, elle a été refusée, oui, Oui. forcément. Oui. Donc là, elle est revenue au bout bout des actualités. Mais elle provoque des problèmes de santé, mais également c'est un risque pour l'environnement à cause du gaspillage, vu que c'est des puffs jetables, c'est pas des cigarettes électroniques normales. Donc elle provoque un risque pour l'environnement. Donc elle est composée aussi de plastique, d'une batterie composant du lithium, des sels de nicotine et contenant des traces de métaux lourds. Donc les puffs deviennent des déchets complexes et mal collectés et non recyclés, et dont les composants peuvent polluer les sols, les nappes phréatiques et les océans. C'est ce qu'indique la tribune justement dans Le Monde. D'accord. Donc les médecins et les climatologues, ils appellent à copier l'Allemagne, la Belgique et l'Irlande qui eux ont déjà interdit ces puffs à la vente dans leur pays. Il y a par ailleurs ce mercredi matin le ministre de la Santé François Braun qui s'est dit favorable à l'interdiction des cigarettes électroniques jetables. Donc il s'est exprimé mercredi matin sur France Inter.
Il a également dit qu'il était favorable à l'interdiction des puffs, mais parce qu'elles amènent une partie des jeunes de notre population vers le tabagisme, et que ce tabagisme est un fléau. Ça fait plus de 75 000 morts par an. C'est énorme, c'est énorme, 75 000 morts. pour du tabac. On nous dit même finalement l'augmentation du prix du tabac facilite la prolifération des puffs. C'est vrai que oui, c'est vrai. C'est moins cher que du tabac. Il augmente. Et puis je sais pas comment ça se passe, mais il y a plus de vapes qu'un paquet de cigarettes. 500 vapes dans une puff. Après, oui, donc c'est quand même beaucoup. 500, plus ou moins. Dis-nous, Mathieu. Après, j'ai pas envie de vous contredire, mais les puffs aussi ont connu une augmentation. Oui, mais elles sont toujours inférieures. Inférieures. 2 €. En sachant qu'un paquet de cigarettes, il y a 20. Il est à 11,50 oui, le paquet de clopes. Oui, mais il y a 20 cigarettes dans un paquet de clopes. Ouais, c'est ça. Et il y a 20 cigarettes. Sur une cigarette. Si on fait le rapport, je pense que vraiment un acheteur de puff, il est perdant comparé au. Ouais, mais en fait, on peut pas comparer les cigarettes et les puffs parce que puff, du coup, il y a des goûts. C'est incomparable. C'est pas du tout le même. Avec les goûts, tu le fais plus. Le truc, il est automatique, vu que c'est bon, je fume beaucoup plus. Je veux juste ça pour dire que vraiment, les puffs aussi, ils ont connu une inflation. Oui, forcément, tout a connu une inflation de toute façon. On nous dit aussi c'est plus vendeur d'acheter une puff qu'une clope. C'est vrai que je sais pas comment dire, mais c'est mieux un paquet d'Haribo, ça sent mieux déjà. Voilà, ouais, c'est mais même inconsciemment, tu te dis que c'est une puff, forcément, il y a peut-être moins de nicotine à l'intérieur. C'est vrai. Bon, c'est sûr, oui, mais il y en a quand même dedans. Très bien. Et donc le ministre de la Santé s'est dit prêt à travailler avec les parlementaires pour parvenir à une interdiction qui pourrait donc figurer dans la prochaine loi de financement de la sécurité sociale. C'est possible ou pas selon vous? Pour moi, non. Pour toi, c'est pas possible? C'est trop incrusté dans notre société. Mais ça a été interdit en Allemagne, par exemple. Ouais, ça a été interdit en Allemagne. Bon, on connaît moi, je pense la que société allemande. Ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait pas du tout, parce qu'en gros, la puff, elle vient d'arriver. C'est pas comme le tabac. Alors là, on demande à un Français d'arrêter la clope. Le Français, il va aller en Italie ou en Suisse ou en Belgique. Ils vont aller acheter des cigarettes autre part. Mais un Français qui va arrêter la puff, ça le dérange pas, de toute manière, il va retomber vers le tabac. On avait parlé un peu de ça aussi pour les cigarettes électroniques. Oui, c'est vrai qu'elles sont toujours là quand ça sont arrivées. On avait parlé des mauvais. Mais la cigarette électronique, elle est permanente, donc tu peux l'avoir à la main, elle va rester ad vitam aeternam. C'est ça, mais on avait dit il y a vraiment des mauvaises choses dans la cigarette électronique et pourtant, elles sont toujours en vente. Elles sont toujours là, ouais. Après, la puff, je pense que plutôt au niveau de la sécurité sociale peut-être en termes de santé, mais elle va aussi rentrer au niveau de l'environnement. Là, ça va être un giga problème. Oui, ça, l'environnement. Comme il a dit, il y a du lithium à l'intérieur. Excusez-moi, c'est un téléphone le truc. Donc des téléphones jetables, vas-y, il y en a pas partout. Donc il me semble que c'est ça, c'est un double problème. C'est ça, ça va vraiment rentrer dans le terme environnemental plus que de la santé, ouais. De la santé, exactement. Après ça part d'un laxisme au niveau des buralistes. Enfin, moi, je sais que dans la ville où j'habite, aucun buraliste ne refuse la vente d'une puff à un adolescent. À part si vraiment l'adolescent paraît vraiment petit. Mais sinon, il n'y a aucun problème pour la vendre. Et bien sûr, tant que ça fait de l'argent, ça rentre dans les caisses. Et c'est l'essentiel. Mais après, les tabagistes, oui, ils s'en plaignent de ça. Parce que vu qu'il y a les centres commerciaux et tout qui en vendent, qui peuvent en vendre, et pour eux, ça fait pas beaucoup de bénéfices. Oui, c'est vrai que on l'a compris, c'est un gros problème. Merci beaucoup Dorian pour ta chronique. On va passer au débat. Merci à vous quatre d'ailleurs pour vos chroniques, c'était très très sympa. On va passer au débat. Merci encore, on est encore 27 dans live, c'est là où vous allez pouvoir interagir le plus. Le débat d'aujourd'hui, on le disait, ça va... En fait, on n'a pas trop d'angles, on va juste se poser pas mal de questions sur les créateurs de contenu. On va juste rebondir sur une actu, c'est le GP Explorer 2 qui a été annoncé par Squeezie il y a 2 jours. Il se tiendra début septembre. Je crois que Dorian, tu veux y aller, non? Ah ouais, il y a le collègue en régie qui veut qu'on y aille le 9 septembre. On va voir, les places sont pas encore sorties, on verra. Donc c'est donc le Grand Prix Explorer, pour ceux qui connaissent pas, c'est comme une course de Formule 1 mais avec des voitures de Formule 4 et ça réunit 20 créateurs de contenu pour faire une course type 22 peut-être. Oui, je crois que c'est 22. Donc c'est pour faire une augmentation par rapport à l'année dernière. Je crois que c'est une équipe. Non, déjà l'année dernière c'était 22, je crois. Ok, ça n'a pas changé. Oui, ça n'a pas changé. Donc voilà, ils font une grande course, ça dure un week-end avec essais libres, qualification. Comme un vrai Grand Prix. Voilà, comme les Grands Prix. C'est ça. Et donc on se pose la question quand même que c'est impressionnant qu'un créateur de contenu, que ce soit YouTube ou Twitch, puisse arriver à quand même à créer ce genre d'événement immense, à ouvrir une billetterie avec des dizaines de milliers de spectateurs, à soutenir un live qui avait dépassé le 1 million de vues l'année dernière. C'était absolument, c'était absolument ouf. Et justement, pour vous, est-ce que c'est bien que des créateurs de contenu indépendants arrivent à créer de tels événements aujourd'hui? Peut-être je peux commencer. Dis-moi. Moi, je ne pense pas que indépendant soit si bon terme que ça, parce qu'au final, quand on y pense, des créateurs comme Squeezie, derrière, ils ont toute une société. Ils ont tellement de choses qui peuvent leur apporter des revenus, en plus de leurs vidéos, des streams, parce que Squeezie, à la fois sur YouTube et Twitch, forcément, je pense qu'il a... Bon, évidemment, il a quand même besoin de partenaires, mais je pense que ça aussi, il peut en trouver assez facilement des partenaires pour financer. Donc au final, c'est vrai que tous ces événements, je pense que pour lui,
c'est quand même quelque chose niveau logistique. Mais c'est une continuité pour toi, c'est logique qu'ils réinvestissent. Au vu de la popularité de Squeezie, au vu de ce qu'il est capable de faire, au vu du nombre de personnes qui le suivent, c'est exactement ça, c'est dans la continuité de ce qu'il est capable de faire sur YouTube et Twitch. Après, la question, c'est si on va dans un événement comme ça, où est-ce qu'on peut aller par la suite et quelles sont les limites au final de ce genre de grand concept. Comment progresser et tout à chaque fois. Il faut toujours aller plus loin. Moi, je trouve la première limite de ce genre d'événement, c'est vraiment que au début, ça regroupe vraiment leur communauté. Moi, personnellement, tout ce qui est Squeezie, tous ces genres de youtubeurs, je suis pas. Ouais. Et forcément, je vais pas aller à leur événement si. T'as regardé le premier Grand Prix Explorer ou pas? T'as pas regardé? Je regarde pas. Donc vraiment, je trouve la première limite, c'est il faudrait que ça dépasse plus que leur communauté. Mais entre guillemets, ça dépasse. Il y a 21 créateurs de contenu. Il y a toute la communauté des 21. Ils maximisent les chances de dire j'ai quelqu'un que j'aime bien qui va courir au Grand Prix Explorer. Après, si tu suis pas les 22, forcément. Mais même moi qui regarde de temps en temps, c'est vrai que c'était ouf à voir, même niveau de la réalisation, des images, de voir une course. Il y a eu le match aussi, non? Match, voilà, c'est pareil. Amine, on en reparlera juste après. Ouais, on en reparlera juste après. Ça attire la communauté Formule 1 peut-être aussi. Oui, qui peuvent venir voir et comment ça. T'en penses quoi, toi, Aïcha? C'est un débat de mecs. Toi, mais non, mais il y avait. Je ne connais pas du tout. Tu connais pas sur le. Absolument pas. Et je savais même pas qu'il y avait un événement comme ça. Vraiment, j'étais pas du tout au courant. Et après Squeezie, je connais juste de tête. Je connais même pas ses vidéos, la vérité. Et du coup, j'ai aucune idée de quoi vous parlez, franchement. Ok. Je vais pas vous mentir. Et justement, revenez sur les budgets de plus en plus gros. Est-ce que pour vous, c'est pas forcément un problème, mais qu'ils aient autant d'argent en leur possession pour créer de si gros contenus, est-ce que ça va devenir un problème? Est-ce que du coup il y aura une limite quelque part au divertissement où il faut toujours mettre le plus d'argent possible? J'ai envie de dire, s'ils ont autant d'argent, c'est qu'ils le méritent, c'est-à-dire que c'est leur revenu. Et donc peut-être que, enfin, on ne sait pas où ça va aller parce que dans notre société actuelle, on ne sait pas où ça va s'arrêter. Mais je pense que s'ils ont cet argent à l'heure actuelle, c'est qu'ils méritent et c'est que c'est la suite logique de leur début de carrière. On nous dit leur force, c'est leur communauté, sinon ça ne fonctionnerait pas et ça coûterait trop cher. C'est vrai que si l'événement n'était pas regardé, il aurait peut-être pas fait un... Il n'aurait pas recommencé, mais c'est que là ça a rapporté et il était un bénéfice. Je pense que c'est aussi dû à la personnalité du streamer ou du youtubeur. Si c'est quelqu'un qui est appréciable, forcément la communauté suit derrière. Et vous pensez que ça peut, dans le futur ou dans quelques années, ça peut remplacer complètement le divertissement qu'on connaît à la télé par exemple? Pas forcément, ça dépend. Non, pour vous, il y a un marché pour les deux. Ça dépend de la jeune. Pour vous, c'est pour les jeunes. Peut-être qu'à un moment, dans 10 ans, ça va changer et ça sera plus du tout. Après, par exemple, si on prend l'exemple du Grand Prix Explorer, un fan de Formule 1, qui soit jeune ou moins jeune, il va forcément, enfin, pour moi, il peut suivre. Donc, sur ce genre d'événement, voilà. Après, c'est sûr que c'est vraiment très, comment on appelle ça? Cadré. Très cadré, et c'est pour un certain type de client. Et puis surtout, c'est pas tout le temps, c'est quand même c'est très exceptionnel. C'est vraiment rare. Mais là, on voit bien que quand même, c'était rare. Oui, l'année dernière, c'était ouf, mais là, il fait 2 fois en un an. Le match de foot, on a l'impression que ça se répète. Il ne pourra pas le faire toutes les semaines, comme par exemple la Formule 1, et qu'il n'aura pas tout le temps l'argent. Oui, mais on remarque quand même que ce genre d'événement, ça se multiplie. Mais même pour les jeunes, ça peut ouvrir à aller voir la Formule 1 et la vraie Formule 1 du coup. Ça peut ouvrir vers. Ouais, tu penses que c'est une porte d'entrée pour s'ouvrir à autre chose? Je pense qu'il y aura encore la limite en fait entre les deux au final. La télé marchera toujours chez les personnes âgées. C'est vrai que, mais quand à un moment donné les personnes âgées auront connu Twitch et YouTube, est-ce que la télé sera vouée à disparaître? Après, ça aide de se diversifier aussi. Ça dépend de nous. Je pense que ça dépend de nous. C'est un peu nous, en fait, la nouvelle génération de Twitch et des nouveaux médias, comme YouTube en l'occurrence, donc des plateformes comme ça. Donc c'est à nous de voir. Si on décide que c'est Twitch la prochaine télé, c'est Twitch la prochaine télé. Voilà, peut-être que s'il n'y a plus de télé, on va effacer la télé. Ça fera partie intégrale de notre télévision. Mais vous êtes consommeur, vous, Twitch, YouTube? Juste Mathias, moi, juste pour votre émission. Merci beaucoup. Merci encore aux 24 personnes présentes. N'hésitez pas à interagir dans le chat. Juste pour rebondir sur ce que disait Mathéo, il faut savoir aussi que Twitch, on en parle beaucoup aussi comme l'avenir, c'est ce qu'il disait, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de streamers qui se plaignent des revenus sur Twitch et peut-être qu'au final ça pourrait les désintéresser à continuer sur Twitch et à donc une autre plateforme qui pourrait émerger un peu plus... Pas spécialement parce que c'est le système de Twitch qui est souvent sur les mêmes autres systèmes que les plateformes de vidéos en direct, donc à savoir si c'est le système de Twitch qu'il faudrait changer ou si c'est les streamers qui devraient partir. J'ai une question pour Jesse, c'est quand ils se plaignent des revenus, c'est-à-dire que c'est des revenus plus faibles ou c'est pas, non, mais c'est que le pourcentage, par exemple sur un sub sur Twitch, c'est payer un abonnement par mois, c'est $5. Et avant c'était 50-50 et maintenant Twitch prend une plus grosse partie. Donc ça,
quand t'as beaucoup de subs, ça enlève quand même pas mal d'argent. Qui rentre dans leur voilà, poche, c'est ça. Et eux, c'est quand même la base parce que mine de rien, ils C'est réinvestissent eux qui, au maximum cet argent-là pour, c'est en ça. tout cas pour. C'est pas un problème pour ceux qui allient Twitch et YouTube, mais pour ceux qui ont que Twitch, ça peut devenir un problème. Ils se font moins payer qu'OnlyFans, quoi. Bah ça, je sais pas. Faudra mener une enquête. Parallèle. Déjà, pas parallèle. quand on parle de gros concepts, vous êtes plus adepte justement des grosses productions, ou vous aimez plutôt le YouTube d'avant, un peu plus chill, des vidéos réactions, des vidéos jeux vidéo. Dans quelle situation vous plaisez le mieux, le YouTube d'avant ou le YouTube de maintenant? Moi personnellement, je préfère le YouTube de maintenant, parce que YouTube ça s'est vachement diversifié, je trouve. Bon, moi j'ai jamais été un grand fan de YouTube, c'est-à-dire que tous les YouTubeurs je les ai jamais trop suivis, mais maintenant grâce à YouTube je peux suivre des événements sportifs, moi en tant que fan des différents sports. Par exemple il y a des bon, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais la Ligue des Champions féminine, quand on veut suivre les clubs français, et le seul moyen de diffusion c'est sur YouTube, et du coup avant ça il n'y avait pas, et vraiment ça montre que YouTube ça s'est vachement diversifié, et je trouve que c'est bien mieux maintenant. Après je sais pas ce que vous en pensez, mais même Twitch des fois ils ont racheté des matchs de c'était Domingo qui a Domingo, mais même je crois RMC ils rachètent quelques matchs, bon pas très connus mais de Coupe d'Europe quand même. C'est du un coup, ils les diffusent premier pas vers est-ce que c'était pas le match de Ronaldo aussi qui avait été racheté par Twitch, non? Ronaldo face à Paris peut-être. Non mais Al Nasser Paris, non, comme il dit. Oui, Al Nasser Paris, je crois qu'il avait été été diffusé sur Twitch YouTube, ça me dit quelque chose. J'ai pas l'info en tout cas. Et c'est justement le fait d'avoir de plus en plus de budget. Est-ce que pour vous c'est la chasse au concept qui marchera le plus, ou est-ce que vous pensez vraiment que c'est des projets réfléchis comme là Squeezie, est-ce qu'il fait ça que parce que ça a très bien marché le premier et qu'il sait que ça va forcément bien marcher, ou est-ce que pour lui c'est vraiment un rêve, vous pensez? Même toi qui connais pas Aïcha, tu penses que il s'est laissé influencer par le succès du premier événement? Moi je trouve que les créateurs de contenu en fait ils vont celui qui va avoir le plus d'idées en fait, c'est la meilleure idée va avoir apporté le plus de personnes, le plus d'argent, et donc ça va réussir à ce moment-là, donc il va comme ça, donc plus il y aura d'idées, mieux ça marchera. Pour moi c'est le concept, il est là, tu poses un nouveau concept, les gens vont kiffer, t'avances, tu passes au prochain. Et justement, comme nouveau concept, on parle de Zen, un projet très simple mais qui marche très bien. C'est vrai que c'est pas la plus grosse production, donc mais ça marche. Que tout le monde peut marcher. Pas une grosse production, et pourtant l'émission elle marche, tout le monde adore et ça fait réagir. Et on parle aussi de divertissement, l'e-sport, donc tu n'es pas non plus dans ce sujet-là, désolé Aïcha, mais est-ce que pareil à terme, l'e-sport pourra remplacer le sport traditionnel? On voit quand même que, moi parfois je m'intéresse, des équipes françaises commencent à émerger, Carmine Corp avec Kamel et Prime, Squeezie d'ailleurs qui a sorti une équipe e-sport avec Gotaga aussi. Ça rassemble de plus en plus de personnes sur Twitch, mais aussi sur place. Les matchs ils se font carrément dans des villes avec un public autour. Vous pensez quoi de l'e-sport? Est-ce que pour vous aussi c'est une nouvelle forme de divertissement qui pourra à terme plaire au plus grand public? Sans doute, moi je suis pas fan pour l'instant. Moi je suis pas fan également, mais j'ai bien peur que tu aies raison et que dans les années à venir l'e-sport ça fasse... c'est je pense les jeux vidéo. Okay. Des compétitions de jeux vidéo en fait. Genre la MMA sur Play quoi. Non, c'est des jeux vidéo et ils font par exemple League of Legends, voilà, en fait, compétition internationale avec ou un FIFA. Mais vraiment, il faut vraiment prendre au sérieux ça, parce que c'est vraiment les gens qui parce que là, par exemple le championnat de Ligue 1 pour faire simple, il y a les équipes Ligue 1 sportives qui jouent, et t'as les joueurs consoles qui font tous les week-ends, ils représentent le club. Ah mais c'est cool ça. Ouais. J'aime bien. Donc là tu trouves ça bien qu'on puisse s'épanouir dans l'e-sport, justement, qu'il y ait cette nouvelle forme de divertissement? Bah si les gens ils kiffent ils le font. Après je vais peut-être passer pour le rabat-joie, mais enfin c'est pas pourquoi c'est pas du sport? C'est un sport mental quoi. C'est pas du sport, et surtout pour la jeunesse, c'est à dire que les petits de 8 ans maintenant ils jouent direct à la play parce que sur YouTube ils voient des jeunes, enfin des joueurs comme Gotaga, Squeezie qui jouent à des jeux vidéo et qui gagnent leur vie grâce à ça. Du coup les petits ils se disent moi j'ai envie de devenir comme eux, et ils vont pas s'épanouir comme nous on pouvait faire faisant un foot, bloqué dans la rue, écran, en bas de chez nous. Enfin, après les gamins maintenant ils le font plus. Oui c'est vrai. Attendez, désolé, mais il faut que je vous coupe là. Vous savez les enfants quand on leur dit fais-moi allô pour répondre au téléphone, ils font comment? Comme ça. Toi tu fais comment? Bah moi je fais comme ça. Ok, moi aussi je fais comme ça. Ils font comme ça. Ils font comme ça. Comme avec le téléphone. Ma petite nièce, quand tu lui dis fais allô, elle me fait allô. Comme si elle prenait un téléphone, genre un smartphone. iPhone, tu vois le trip? C'est trop réaliste. Mais donc c'est super, les gosses de maintenant vraiment genre.
c'est ça, donc ils savent même plus jouer au foot dehors, quoi. Et face à cette augmentation justement du nombre de spectateurs, d'investissement, vous pensez que la télé elle a pris trop de retard déjà ou elle peut encore se rattraper? Parce que ce qui marche quand même à la télé, c'est surtout les grosses émissions. Koh-Lanta, ça marche encore très bien. Je sais pas, Top Chef. Moins bien, je pense. Moins bien, mais ça marche quand même. Mais après, ça dépend aussi des gens qui sont sur l'émission, s'ils attirent, s'ils sont drôles, s'ils sont... Et on voit quand même qu'il y a acteurs beaucoup plus de concepts qui attirent sur Twitch ou YouTube. Et que la télé, elle a quand même du mal à se renouveler. Est-ce que vous pensez là, c'est trop tard déjà Après, il faut savoir aussi que les audiences de la télé ne sont pas spécialement en baisse. Ça a même augmenté sur les dernières années. Donc, je pense pas en vrai qu'ils aient tant de difficultés. Ouais. Même, on peut voir par exemple sur TF1 des épisodes de Joséphine Ange Gardien, Camping Paradis qui font 3-4 millions. C'est. Même les feux de l'amour. Ouais, mais ça fait 15 piges, quoi. Les feux de l'amour, ils ont 20 ans, les gars. Ouais, mais ça dure. Ça veut dire que c'est encore là. Ça veut dire depuis bien plus longtemps en plus. Ils ont leur communauté, ils sont pas encore finis. Les feux de l'amour, il y a déjà des acteurs qui sont morts. Je pense que la télé n'est pas trop en difficulté. C'est vrai. C'est ça. Vous pensez quoi, la télé, elle a pas. Vous pensez qu'elle aura toujours son public et que. Pour l'instant, elle a déjà dû connaître des crises et elle s'est renouvelée et elle est toujours là. Mais moi, je crois encore que c'est voilà. encore le Covid qui a accentué l'essor de tous les médias comme Twitch, YouTube. Parce que la télé, ils n'ont pas pu renouveler leur ça dépend. Ça dépend. Mais pendant le Covid, les émissions, c'était beaucoup de rediffusion. Voilà, beaucoup de rediffusion des émissions à l'époque. Alors que les streamers, tout ça, ils pouvaient faire leurs vidéos dans leur chambre en respectant toutes les règles. Et du coup, ça permet. C'est mon avis. Donc la télé, elle aura du retard, mais là, il y a quelques émissions qui arrivent à remonter. J'ai regardé qu'il y a quelques jours la dernière émission de Quotidien. Franchement, elle était carrée. Hein. Je regarde régulièrement Quotidien de Yann Barthès et franchement, en termes d'innovation, en termes de leur chronique, leurs chroniqueurs, comment ils mettent en place toutes leurs compiles de vidéos et tout. Moi, j'ai aimé. Ouais, c'est encore un média moderne. C'est ça exactement. En fait, c'est jeune et il y a du peps en fait dans le truc. Et il y en a plusieurs apparemment des émissions qui sont en train de reprendre le même truc en fait. Oui, tu penses qu'ils arrivent à s'adapter tout de même. C'est ça, ils sont en train de s'adapter et je pense qu'ils sont en train de petit à petit changer les normes en fait qu'il y a sur la télé actuelle. Bon, là, Yann Barthès, il est sur TMC, donc c'est pas encore sur la télé nationale. Enfin, c'est pas TF1 ou M6, mais franchement, ça commence à devenir plus jeune en fait, si on veut vraiment à se rajeunir en fait. Donc c'est plutôt cool pour la télé. Donc, après, on aime ou on n'aime pas, mais par exemple le TPMP aussi, ils ont réussi à s'adapter à cette nouvelle demande. Et moi, je connais des personnes dans mon entourage qui sont âgées, enfin, des quinquagénaires, qui regardent TPMP parce qu'il y a quand même ce service qui donne l'information d'une manière nouvelle qu'on ne peut pas avoir sur des journaux télévisés comme TF1 ou France 2. Des médias traditionnels. C'est ça, des médias traditionnels. Donc la télé, je pense... Elle réussira toujours à s'adapter. Je pense. C'est sûr. Ils sont obligés de toute façon. De toute façon, les grands patrons, ils seront obligés pour continuer à faire leur blé, comme on dit. Très bien. Merci à tous pour ce débat très enrichissant. Mais je suis désolé, Aïcha, je savais pas du tout que tu n'étais pas du tout dans... Mais tu as pu donner un avis extérieur et ça fait toujours autre chose. Ça donne toujours un autre point de vue. On va arriver sur la fin de l'émission et donc bah oui, hein, il va être dans 10 minutes, c'est fini Mathéo. Oh non. Ouais, je sais que ça passe vite, mais là c'est le meilleur moment, c'est celui que tout le monde attend. Même en régie, ils sont à fond. C'est parti pour le moment des questions. Ouais. J'ai une question à te poser, Mathias. Dis-moi. Pour le quiz. Oui. Les personnes en régie, elles comptent pas dans le classement. Ah non, c'est que nous. pas. Ouais, c'est que nous. C'est parfait. Justement, je vous ai dit de bien rester jusqu'à la fin de l'émission parce que la semaine prochaine, ce sera une émission un peu différente. Depuis qu'on a repris l'émission avec Alexis, donc que les B3 sont partis en stage vers le monde professionnel, on a repris un classement à zéro de toutes les bonnes réponses aux questions et on s'est dit qu'on ferait un championnat à la fin, une émission avec les 4 meilleures les 4 meilleures personnes qui ont bien répondu aux questions. Pour l'instant, on a un qualifié côté garçon, un qualifié côté fille. Donc c'est pour ça, ce soir, il y a quand même entre guillemets un enjeu. Vous pouvez revenir la semaine prochaine. La semaine prochaine, du coup, l'émission, elle se composera en 2 parties. Donc toujours une chronique par personne. Et on oubliera le débat et on fera une demi-heure de questions avec... on va remanier un peu tout ça. On va faire d'autres types de questions, des vrais ou faux. Des types, des titres de journaux qui existent ou qui n'existent pas. Donc venez la semaine prochaine, ça va changer un peu et ça va. Nous, on va essayer de se faire kiffer aussi. Donc ça c'est l'heure des questions. Est-ce que quelqu'un est stressé ou pas de faire 0 ? Moi. Ouais, non, moi, franchement, pas aussi. de faire 0. Jessie, arrête. Ouais, non, mais t'as pas un promo, je connais pas la difficulté des questions en fait. Arrête. Moi, vraiment, j'ai aucune honte à faire 0 après, c'est pas grave. T'as pas de honte ? Je serai pas le premier. Mais t'aimerais bien revenir la semaine prochaine ? J'aimerais bien revenir parce que ça m'a plu, mais. Je serai pas le premier ni le dernier à faire 0, je pense. Je suis bien d'accord, Mathéo. Non, il y en a d'ailleurs en régie qu'on fait 0 lamentablement. Je pense par exemple à un Tony qui est par exemple en régie. Je pense pas à Louison qui d'ailleurs, là, je vous le dis, corruption.
Moi j'arrête de soupçonner de triche parce qu'il est après il fait colère tout rouge, Louison. Triche, oui. Voilà, si triche en régie. Mais Louison, il espère qu'une seule chose, c'est que Aïcha, tu rafles tout. Comme ça, lui, il a sa place presque assurée pour la semaine prochaine. Louison, il m'a dit, je veux venir. Au bon cheval, hein, je veux venir la semaine prochaine. Et donc ça va être parti. On va demander à Alexis, notre régisseur notre régisseur préféré, de mettre la question sur le chat. Ça y est, elle est mise. Je vais attendre que les premières personnes. Regarde pas. Il triche. On l'a vu ou pas? Il y aura soupçon. Je demande aux personnes de ne pas regarder mon ordi. La question est dans le chat. On a des réponses pour l'instant. Elles ne sont pas bonnes. Je suis désolé, dans le chat, vous n'avez pas les bonnes réponses. Si tu vas avoir la bonne réponse, on le sait. C'est une question où j'attends un chiffre très précis. Si vous avez le chiffre très précis, c'est 2 points. Si vous l'avez entre guillemets un peu moins précis, ce sera 1 point. Juste une question. Dis-moi. Chacun donne sa réponse Non, ou c'est le premier? Là, je pense ce sera pas rapidité, ce sera celui qui me donnera le chiffre le plus précis. Ok. De combien en pourcentage le SMIC a-t-il été revalorisé? Wow. Aïe. Il n'y a pas de... Oula, la clim, il n'y a pas de réponse. Depuis combien de temps? Le 1er mai, là, il a été revalorisé. Le pourcentage, quand même. Ouais. Si je peux vous donner un petit indice, il a été augmenté de 30 € net. Voilà. Ouais, ça fait pas beaucoup. Donc ça fait 1% 5. 4%. 4%, 1% 5. Je prendrai le plus proche. Je pense qu'il avait pris De 30 €, 3,3, 0,5. 0,5. Alors, j'ai pas le calcul, mais t'as dit combien? 1% 5. Et toi? 4. Mais faut changer ma réponse ou pas? Dis. Non. Non, ça Ok. a été une fois. Non, mais du coup, c'est Mathéo. T'as pas la bonne réponse. C'est. C'est 2,22%. Oh, je voulais dire 2,3 prochaine. C'est 2,2%. Le SMIC a augmenté. Personne n'avait la bonne réponse dans le chat. Bon, au moins, ça change. C'est vrai que d'habitude, tout le monde. Tout le monde les a. Je sais pas si je t'accorde le point parce que t'as pas la bonne réponse quand même. Mais t'as dit un point. Le plus proche. T'as dit le plus proche. Ouais, mais si. Parce que moi j'attendais 2,20. Et si quelqu'un avait 2,22, je lui donnais les 2 Oui, points. mais Ouais. là, je suis plus proche du plateau. Ouais. Je m'accorde au lieu de 2 points, je m'accorde 1 point. On verra. C'est jamais Je des verrai. deux Jamais été 2 points. Je vais harmoniser à la fin de l'émission. Donc c'est une augmentation de 2,22%, donc 30 € net par mois entre 2021. Entre 2021 et aujourd'hui, le SMIC il a quand même augmenté de 10% pour contrer l'inflation post-Covid et depuis donc, le conflit en Ukraine. C'est une conséquence pour le nombre de personnes qui étaient payées un petit peu au-dessus et qui maintenant, du coup, avec l'augmentation, se retrouvent à être payées au SMIC. Donc en fait, on a une explosion des personnes payées au SMIC vu que les autres salaires, ils n'ont pas été indexés sur l'inflation. Donc voilà, la bonne réponse était donc de 2,22% le 1er mai. Louison qui se réjouit de voir presque 0 point distribué sur cette partie. On verra. On va pouvoir mettre la deuxième question dans le chat, s'il te plaît, mon cher régisseur. Ah, il regarde encore. Hein. Non, mais juste la question. Arrête de tricher. Mais t'as la question avant, donc tu peux réfléchir avant. Ouais, vraiment, vraiment pas. Y a pas de souci. Oh là là. Une œuvre d'art s'est faite vandaliser cette semaine à Séoul. C'était quoi l'œuvre d'art? Oh, c'est pas possible, vous avez pas regardé l'actu. On vous dit il y a un quiz d'actu pour venir la semaine prochaine, vous regardez pas l'actu. Franchement, j'en ai aucune idée. C'est pas sympa pour moi. C'est à Séoul. Je peux avoir le peintre? Je sais, c'est à Seoul, mais Alors pour vous donner un indice, c'est pas une peinture. Ok. Et c'est pas une sculpture non plus. C'est un NFT? Non. C'est une photographie? Non, c'est pas une photographie, c'est un objet Ok, intéressant. comestible. Une banane? Pomme. Une banane. Bravo. Ah oui, c'est vrai. Là, en fait, c'est une banane qui était accrochée avec un scotch gris au mur. Et en fait, il y a un étudiant coréen, du coup. Il est arrivé vers la banane, il a décroché la banane, il a épluché, il l'a mangé. Il a mangé la banane, après il a rescotché au mur. C'était une œuvre, qu'on se rende compte quand même, qui était évaluée à 120 000 $. Elle avait quoi de spécial? Bah, c'est juste, c'est de l'art, hein, c'est une banane Ouais, accrochée. Ouais. C'est une banane accrochée au mur. Alors, c'est Donc, assez subjectif, comme on dit. Donc. oui, c'est un étudiant et il s'est justifié sur son geste. Il a dit j'ai mangé parce que j'avais faim, je n'avais pas pris de petit déjeuner. Mais moi j'avais l'impression d'avoir déjà vu cette info, mais il y a 3 ans, c'était aussi un comédien américain qui avait fait le même geste, qui avait pareil mangé la banane. Et en fait, tous les 3 jours, elle est remplacée par une banane neuve, parce que sinon ça pourrit. Mais là, l'étudiant, il s'est filmé, il a mangé la banane devant tout le monde, et du coup, ça fait un peu. Il risque quoi comme sanction? Je sais pas du tout. Ok. Je crois que c'est pas si grave que ça fait plus parler qu'autre chose, mais. Il a lâché une autre banane. Je sais pas. En tout cas, celle-là, on l'avait dans le chat, tout le monde l'avait. La Joconde, non, c'est pas la Joconde qui s'est fait vandaliser à Séoul. On va pouvoir mettre la 3e question dans le chat. Cette fois, je te mets le point assuré, Mathéo, il n'y a pas de souci. La 3e question dans le chat, elle est mise. Je vais attendre que tout le monde autour, que dans le chat déjà, ça réagisse un petit peu. On a une bonne réponse.
Question facile, on nous dit. Je pense que là, ça va être un peu à la rapidité. Pour l'instant, vous n'êtes pas au point sur... en tout cas, sur l'actu que j'ai choisi. Je savais pas. Honnêtement, je l'ai vu passer, mais là, tu l'avais passé, mais tu t'en souvenais plus. On va passer sur la troisième question. À Boulogne-Billancourt, donc aux alentours de Paris, ils ont décidé de renommer leur rue. Mais par quoi? C'est pas possible. Attends, Boulogne-Billancourt? Ouais. Boulogne. C'est vers Paris. Ils ont renommé leur rue par d'autres noms, mais des noms de quoi? D'arbres? Non. De footballeur? Non, on cherche une profession. C'est des streamers. Est-ce que j'ai le droit de repenser? Oui. Ok. Non. C'est pas des footballeurs. Ça attire les jeunes. Les streamers ou des youtubeurs? Non, pas streamers, pas d'actrices, pas d'acteurs, pas d'actrices. Non. Les tiktokers? Non. On est plus dans pareil, des artistes. Chanteur? Plus précis. Des rappeurs. Des rappeurs. Bravo, c'est ça. Ils ont renommé leur rue. On l'avait dans le chat ou pas? Oui. À Boulogne, il y a quoi? Un rappeur. On l'avait dans le chat. C'est pour la promotion d'un livre qui s'appelle Boulogne, une école du rap français par Nicolas Rogès. Ils ont donc vu leur rue renommée temporairement par exemple la rue Booba, la rue Dooms. T'habites où, Dorian? Rue Necfeu. L'idée c'était de... Rue Tiakola, lui. Ouais, Rue Tiakola d'Orient. Gros fan de Tiakola. Moi, Tiako aussi. Ok. L'idée, c'était de résumer l'esprit du livre sous une forme artistique, relève Mayer-Guven à l'initiative de ces installations. Il ne s'agit pas de vandalisme, mais de faire parler les murs, montrer l'influence qu'ont eu sur le rap français un tas d'artistes issus d'un territoire très restreint. Vous en pensez quoi de renommer ces rues en rues de rappeurs? Ouais, ça c'est atypique. Ouais, c'est drôle. Ça vous fait ni chaud ni froid en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Vous en foutez. Voilà, Déjà, vous n'avez pas vu l'actu, donc c'est vrai que je passe un peu au-dessus. C'est et temporaire. C'est temporaire. Ouais, c'est en plus. Ça va alors. C'est temporaire. Parce qu'en vrai, ça craint quand même si. Ouais. Genre, Bah, tu dans pas plusieurs années, sur il y aura l'avenue ça, hein. Pompidou, à la fin, tu tombes rue Caris, quoi. Pompidou à Caris, ouais, c'est vrai. C'est que comme chaud. je disais, c'est chaud. quand même. Donc ça fait un point pour Dorian, bravo. Ah, Pour moi, parfait. 2-1, 2-1. on verra ton point à la Ok, fin. pas de problème. On verra. On va pouvoir mettre la quatrième question dans le chat, je crois, déjà. On va bientôt arriver au terme. Ça y est. Celle-là, je voudrais passer une grosse dédicace quand même à Alexis. Non, Tony, c'est toujours pas toi, Tony, t'inquiète pas. Dédicace à Alexis parce que c'est lui qui m'avait donné l'idée et c'est vrai que j'ai trouvé la question assez bonne. Qui est Yuan Meng, qui réside en France et qui s'apprête à partir en Chine? Oh là, C'est toujours les mêmes têtes sur le plateau, c'est trop drôle. C'est incroyable. Bon, bah je vous donne un indice assez vite parce que je pense que vous n'avez pas trouvé, c'est Non. pas un humain. Ah, un panda! C'est le robot. Non, c'est pas le robot, c'est le panda. Bravo. Le panda. Ah oui, Un panda, c'est le panda Le du... gros, là, il le trouve mis. Oui, c'est le panda du zoo de Beauval. Le premier panda qui était J'ai né en vu passer. France, il va s'envoler pour la Chine Oui, d'accord, début oui, juillet dans oui. un processus de reproduction. Donc voilà, donc c'est dans ce cadre-là. Il devait déjà s'envoler avant le Covid, mais donc pendant la période Covid, mais ça a été repoussé. Le panda, il était né en 2017. Ok. Donc c'était un peu la mascotte du zoo de Beauval. Il va prendre ses quartiers dans les grands parcs de Sichuan, d'où viennent ses parents. Il ne sera pas relâché dans la nature, mais ses enfants pourront eux être réintroduits, a précisé Rodolphe Delors, donc c'est le PDG du zoo de Beauval. Il a aussi dit il y a maintenant suffisamment de diversité génétique pour la réintroduction. Et son voyage a été repoussé avant le Covid. C'est quand même une bonne nouvelle que les pandas puissent retourner dans leur milieu naturel, et que l'espèce se porte de mieux en mieux. Et bravo. Ouais, on l'avait tous vu passer, je pense, mais juste le nom. Ouais. Mais Bah, son nom, il est trop sérieux. Ouais, mais Ouais, oui. je m'en sers. Mais Je dès l'appelais que j'ai dit Lala. que c'était pas un Peut-être humain, que si on le peut-être, voit écrit, ouais, voilà. Très bien. Ça fait donc ça fait donc 2 2 points pour Mathéo qui passe devant. Jessie toujours 0. Là, Voilà, Écoute. là va falloir réagir, Jessie, parce qu'il reste plus qu'une question. Et c'est une question. Je me suis dit, on va voir si on regarde la QPR un peu. J'ai pris une question d'actualité locale. Oh là. Ah, c'est la spéciale d'Orient? Non, la spéciale d'Orient, c'était pour le panda parce que. Oui, il m'en avait parlé, je me rappelle. Ouais, Ok. voilà. Ok. Mais donc Dorian. Ouais, le nom. La question est dans le chat. On nous dit réveille-toi, Jessie, dans le chat. Je crois que c'est Maxence qui nous dit ça. C'est mon fan. On a la réponse déjà dans le chat. Dernière question, dernier espoir de prendre un point. Peut-être Mathéo, si tu prends le point là, tu reviens la semaine prochaine pour la spéciale quiz. stress. Hein. Louison, il est en plein stress. Après, il y aura la VAR quand même pour le 1,5%. Mais je sais pas si je peux te l'accepter. Ok, T'as pas eu la bonne réponse. On verra. T'as eu la plus proche, mais t'as pas eu la Ok, plus on bonne. verra. Dernière question. Il y a un Niçois, Aurélien Maiolino, qui a été sacré champion du monde, mais champion du monde de quoi cette semaine? Un Niçois qui a été sacré champion du monde à Nice.
De quoi peut-il être champion du monde à Nice, un Niçois? Ah, mais je crois que je l'ai fait passer. Dans un je suis sport sûr, on me l'a dit. C'est pas un sport. Quand on vous parle de Nice, De soccer. Le soccer. non, c'est de la nourriture. Oh, puis ça la dire. Non, Pambagna. Les farcis. Pambagna. Oh. Oh, Dorian, 2 points. Oh, sur le- Bravo, Dorian. Il était champion du monde de Pambagna, c'est un Niçois. Ok, ouais, moi aussi. C'est un Niçois qui gagne le On me championnat. l'a dit où j'ai- Il n'y avait pas de meilleur gagnant possible parce que du coup c'est un Niçois, spécialité typique de la ville de Nice. Il a été organisé par l'association Culture 06 et Muriel Vitetti, donc sa directrice. Il s'est déroulé fin avril et il a finalement donné le titre à Aurélien Maiolino. Il y avait 13 candidats et il y avait pas mal de nationalités présentes dans ce championnat du monde, américains, suédois et même guadeloupéens. Donc ils ont vraiment essayé d'adapter le Pambagna à toutes les cultures, voilà. Il a dit, Aurélien Maiolino, qu'il avait gagné en respectant, je cite, la recette secrète de ses grands-parents et de sa maman. Comme quoi le Pambagna, c'est surtout une histoire de tradition à Nice. Ça fait 2 points pour Dorian, 2 points pour Mathéo, pas de points pour Aïcha et Jessie. Jessie, je crois que c'est une déception ce soir. Ah, une grande déception, mais on reviendra la saison prochaine. Et voilà, tu reviens l'année prochaine, espérer prendre plus de points. Ça va être l'heure de vous dire au revoir. Merci à tous d'avoir été aussi nombreux. On a eu un pic à 40. Il est content, Louison, il est tiré au sort. Merci encore d'être si nombreux à la fin. On est encore 21 personnes, comme je disais, avec un pic à 40. Merci beaucoup à vous quatre. Merci C'était à toi, Mathias. une émission Merci à très toi. agréable, très vivante. Ça va être l'heure de vous dire au revoir. Donc on vous donne rendez-vous vendredi prochain pour la spéciale quiz, une demi-heure de quiz. Peut-être je serai là. Peut-être je serai là. Peut-être tu Peut-être seras là, aussi. pardon. On va Team faire un tirage au sort entre toutes les personnes égalité. On vous tiendra au courant dans la semaine. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à vendredi prochain.